Moi, c'est ce que personnellement j'ai fait et ce qui m'a rapporté le plus d'argent dans tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière d'entrepreneur. Vous rentrez le soir, vous bossez sur votre business. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je disais à mes parents que je travaillais sur les examens. J'ai jamais travaillé dessus. J'apprenais sur Shopify, j'apprenais et j'appliquais. Il y a un pourcentage de personnes, et c'est prouvé, qui n'achèteront jamais sur Meta. S'ils connaissent votre produit, eh bien, ils aimeront bien l'acheter sur Amazon. Ça vous permettra de faire largement handicap de bénéfices, vous ferez de l'argent. Si vous en faites pas, c'est simplement qu'il y a un truc que vous savez pas. En fait, Meta même, ils ont fait des communiqués et ils disaient que si on spend pas 3 KD en ad spend par jour, on est des tout petits joueurs. Moi, j'ai un hack, je sais pas si je peux le partager, si la personne acceptera que je le partage. Ça, c'est banger. Hein. Nouvel épisode du podcast Master. Donc, si vous ne connaissez pas encore, je m'appelle Mathéos, c'est Nico et on est là pour vous délivrer de la vraie valeur sur l'e-commerce, de la valeur applicable. On va pas vous faire perdre votre temps, on va aller directement à l'essentiel, on va vous donner de la valeur brute, ce que les autres ne vous partagent pas. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, Nico, moi, j'aimerais bien commencer par un truc d'habitude qu'on parle à la fin, mais que les gens apprécient. Qu'est-ce que tu as appris récemment en e-commerce? Qu'est-ce que tu as appris comme gros levier qui t'a fait gagner plus d'argent en e-com récemment? Alors, ce que j'ai appris récemment, c'est plusieurs choses. On en parlera aussi dans la value finale à la fin, parce qu'à chaque fin de podcast, on partage énormément de valeurs, des petits tips qu'on peut appliquer en mode quick wins. Mais si je pourrais vraiment, le Pareto de ce que j'ai appris qui est vraiment applicable à l'heure actuelle pour moi, déjà de un, c'est tout ce qui est au niveau des équipes. Je vois que tous ceux qui font des 50 M par année, des 80 M par année, des 30 M par année, ça parle que d'équipes, de recrutement, de manager les équipes efficieusement, que ce soit efficient, donc plus efficace que efficace. Et simplement, en fait, plein de petits hacks là-dedans que j'ai appris. Par exemple, le fait de tenir des notes pour chacun de nos employés, que chaque employé, en fait, on en sache un peu plus sur leur vie. Je parlais avec un CEO, un founder qui génère plus de 80 M à l'année, et il disait, voilà, moi j'ai de temps en temps, au moins 1 à 2 fois par année, des calls avec chaque membre, chaque assistant virtuel, chaque employé. Euh, eh bien, j'ai un petit call avec lui. Je lui demande comment est-ce que ça va dans sa vie, etc. S'il va faire du vélo et tout, j'apprends des petites histoires. Et à chaque fois que je refais le call, je demande où c'est que ça en est, etc. Pour que les employés se sentent vraiment dans une famille, et ils sont aussi motivés, etc. J'ai aussi pu noter en fait que lui, littéralement, il enregistre chaque date d'anniversaire de tous les employés. Mais c'est ce que je fais aussi. Voilà, c'est ça. Et tu m'en avais parlé effectivement également, et je trouve que Mais c'est qui cette personne? Tu as le droit de c'est mentionner? Andrew, Ah ouais, ok. voilà. Ouais, ouais, Et ok. Bah, moi, en fait, en gros, je m'étais inspiré des dates d'anniversaire, je crois, de son podcast. OK. Ah, il a un Enfin, podcast? non, il avait tourné un interview qui était assez longue, avec très peu de vues, parce qu'il fallait être costaud pour suivre, c'était tellement technique, mais moi, je faisais partie de ces personnes-là, et il avait mentionné comme ça des pépites que j'ai directement appliquées. C'est ça, 100%. 100%. Et je pense même, le dernier podcast qu'on a fait avec Thomas, on parlait aussi de recrutement. Ouais. Je crois qu'il parlait de la méthode Woo, donc le livre Woo, et lui aussi et beaucoup d'autres personnes que j'ai pu rencontrer à du très très haut niveau récemment parlent tous de ce livre-là qui est super, super puissant. Et je vous conseille à tous du coup de lire ce livre Woo pour le recrutement et avoir une équipe de A-players. Ça fait toute une différence. Ouais, si vous voulez faire des dizaines de millions, l'équipe va être au centre de ces résultats. Donc, au bout d'un moment, ça va plus être au niveau des stratégies, ça va être au niveau de l'équipe. Ça va être simplement ça, avoir les A-players, comment faire en sorte que ces A-players soient performants. Et si vous n'êtes pas encore à ce stade-là, ça va être plutôt au niveau du marketing. Donc, quoi apprendre au niveau du marketing pour faire de la performance. Même si le marketing va être important plus tard, mais au départ, quand on commence l'e-commerce, il y a pas mal de choses à apprendre, mais notamment le plus gros levier, c'est le marketing, les créatives. Ça, on en parlera après, on donnera des techniques applicables pour ceux qui débutent aussi. Et C'est le marketing et surtout la préparation en fait, on veut faire un M par mois, forcément qu'il va falloir plus de personnes dans ton équipe que si tu fais 100 K par mois. Et c'est toute une. Enfin, tu l'organises tout ça sur un fichier Excel, ok, de qui t'aura besoin, etc. Euh, et c'est super puissant. Et en fait, au début, on parle de marketing. Enfin, quand on ne chiffre pas beaucoup, effectivement, si on apprend le marketing, on va chiffrer très rapidement. mhm, Mais après, pour maintenir la courbe, il va falloir des membres d'équipe. ouais, Donc, c'est 100%. ça. Un autre point qui est important pour bien chiffrer, c'est toujours avoir dans notre entreprise un pôle recherche et développement. Alors, moi, nous, je sais qu'on apprend tous les jours
C'est dans même une tracking list et en fait, on est obligé d'apprendre et ça nous permet de tous les jours en apprendre plus sur, le business et en fait, j'ai réalisé que les entreprises comme Apple, hem, les grosses entreprises aussi, mais surtout Apple, j'ai vu qu'ils investissaient énormément, plusieurs millions chaque mois, en investissement, enfin en recherche et développement et c'est quelque chose qui est super, super, important. On mettra justement à l'écran une statistique, de combien Apple, dépense. Je crois que c'est un pourcentage de tout le revenu ou c'est juste un pourcentage fixe, chaque mois. Mais c'est des sommes astronomiques et encore plus, mais en ce moment avec l'IA et cetera, ça va très vite et quand vous êtes plusieurs dans une entreprise, s'il y a toujours une personne qui fait du réseau, qui qui est toujours au courant des dernières, stratégies, des derniers canaux d'acquisition pour, scaler, notre business, c'est super, super important et c'est vraiment à ne pas négliger. Peut-être beaucoup de personnes se disent: «Voilà, je préfère m'isoler, et chiffrer dans mon coin et cetera», mais pour moi, le réseau, rencontrer des personnes, ça fait partie justement du de recherche et développement parce qu'en fait, tu vas développer, des nouvelles méthodes pour chiffrer. Que OK, tu ne d'où sais pas, que tu connais l'importance, pas encore. voilà, c'est ça, 100. Et pour moi, ça, c'est juste banger et pour l'appliquer, c'est aller à des masterminds, Mhm. aller à des meet-up, peut-être changer de ville. Voilà, parce que si vous êtes dans une forêt ou dans une petite campagne, vous avez pas Je me votre demande qui c'est réseau. qui regarde le podcast ici dans Ah, il y une en a, forêt. je pense beaucoup, ouais. Pas Mettez pas en dans la forêt, commentaire, mais j'habite dans une non, mais forêt. dans une Mettez le petite nom de ville. votre ville, ça sera intéressant. Donc voilà, ça, c'est Mais super, 100%. super Et important. moi, d'ailleurs, ça, j'alloue du temps le vendredi après-midi pour du recherche et développement. C'est-à-dire regarder des nouveaux outils IA, prendre le temps en fait, d'en voir dans des nouvelles choses qui pourraient rapporter beaucoup, mais qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Donc ça, c'est important. Et je sais que Gab et Riel, qui étaient passés aussi sur le podcast, le fait aussi, je crois, le vendredi, recherche et développement. Donc quand on a un business qui tourne, c'est important de pas rester enfermé sur ce business, mais de penser aussi à la suite. Donc d'accorder du temps recherche et développement, super important. Et le réseau, pareil. C'est ça et toi, du coup, si tu as des petites values avant la value finale, Alors, qu'est-ce que j'ai appris récemment? J'ai appris, ça va plus me concerner moi personnellement, que, en fait, on le sait, hein, mais nous, en tant que founder, on a on a le plus gros impact en fait sur le reste. C'est-à-dire que tout ce qui découle de notre entreprise revient forcément à nous. C'est-à-dire que on est l'image de notre entreprise. C'est-à-dire que les conseils que j'ai reçus durant ce mastermind sur des gars qui faisaient 100 M l'année, 90 M l'année, etc., ça revenait un peu à la même chose. C'est en gros m'optimiser moi-même, c'est-à-dire vraiment m'optimiser moi-même, comment moi je prends mes décisions, comment moi je m'organise moi-même, ça va être le reflet ensuite de la société. Et nous, actuellement, on avait des problèmes au niveau des équipes. On avait des équipes qui, au bout d'un moment, n'étaient pas performants et tout, parce que c'était pas eux leur faute, c'était moi, la faute à moi, parce que moi j'avais un problème de communication. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin, pas besoin de beaucoup de communication, qui travaille dans mon coin. Je fais pas beaucoup de calls, etc. Mais ça s'impactait sur l'équipe. Donc en fait, je dois m'optimiser moi-même, je dois faire des efforts moi-même pour penser au bien de l'entreprise. Et au bien de l'entreprise, c'est faire des efforts sur ce qui est inconfortable pour moi. Et pour moi, c'est très très inconfortable de faire des appels avec mes équipes, de prendre du temps pour la communication avec eux, pour me les manager. Mais j'ai pris conscience que c'est inconfortable, je dois le faire. Sinon, je suis comme n'importe qui trouve des excuses et qui fait pas ce qu'il devrait bien sûr. faire. Et en fait, c'est un truc que je me pas mentais, mais que j'évitais et que j'ai pris conscience. Je dis, mais ouais, en fait, je fais des trucs. Il y a des trucs importants que je fais pas parce que je trouvais des excuses. Puis en fait, Ouais, trouver des excuses, c'est pas la bonne manière d'avancer. Donc, je pense que au bout d'un certain moment, on sait ce qu'on doit faire et on sait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, qu'on devrait faire. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire, qui sont inconfortables et qu'on ne les fait pas. Et quand on est entrepreneur, quand on est un sportif, peu importe, on a l'habitude de faire des choses qui sont inconfortables. Mais des fois, on oublie qu'il y a encore des choses qu'on ne en fait pas, plus, ouais. qu'on ne sait pas. En plus, qu'on Surtout ne que sait pas, les qu'on ne choses, remarque pas. ouais, inconfortables, Ouais. qui sont au début deviennent confortables. Mais après, peut-être il y a d'autres choses Voilà, nouvelles, qu'on ne remarque inconfortables qu'il pas. faut Voilà, affronter pour, aller à des nouveaux paliers, 100. exactement. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime l'inconfort et tout. Puis en fait, en me questionnant un peu moi-même, en regardant moi-même, en fait, j'ai dit, mais non, il y a plein de trucs en fait que je fais pas parce que c'est inconfortable. Ouais. Et je me trouve une excuse en disant, je suis pas quelqu'un qui aime la communication, alors je communique pas. Mais Ouais, introverti, voilà, extraverti, ça mais c'est c'est du bullshit. ouais, en soi, c'est ouais. C'est juste que ça va être plus inconfortable pour moi que quelqu'un d'extraverti, mais c'est pas pour autant que je dois pas le faire. Je dois penser pour l'entreprise, qu'est-ce qui est le mieux et faire en sorte de le faire. Donc voilà ce que j'ai appris, gros insight. Du coup, tu vas faire plus de calls avec tes équipes? Je vais justement structurer qu'est-ce qui est le mieux pour eux.
Donc, Mhm. de les sonder, ok, eux, comment ils se sentent bien. Et pour la plupart, ils ont besoin d'un contact live. Ils n'aiment Ouais, pas des communications asynchrones, des ouais, looms, c'est vrai. etc. C'est bien pour la value, mais pour eux, ils ont besoin d'un contact humain. Donc, un truc que j'ai fait, c'est un Slack général, c'est qu'il y a tout le monde dedans. Chaque jour, quand les gens se connectent, ils disent bonjour. Euh, Qu'est-ce que d'autre on a fait? Ben, on va faire des calls par pôle. Des calls, c'est plus motivation que vraiment value, parce que moi je pensais que terme value et performance, mais là des calls c'est plus motivation, ils se sentent connectés et je vais revoir tout le process de Ouais, le onboarding. contact humain, il est super Ouais, important dans les équipes, hein. ouais, ouais. L'aspect humain est très important parce qu'il est important. Je sais pas comment expliquer, j'ai pas d'études, j'ai pas étudié plus que ça, mais je sais que quand on se sent connecté, c'est différent. Ouais. Quand tu parles avec quelqu'un par WhatsApp, etc., tu le vois en vrai, Ah ben, on voit oui, dans une mastermind, 100%. ça change tout. 100%. Moi, je me rappelle, j'ai fait 3 ans d'apprentissage dans la vente et du coup, j'étais vendeur dans un petit magasin. Et bah, voilà, les personnes peut-être un peu plus âgées, et même d'autres personnes, en fait, quand elles ont quelqu'un en face qui leur explique que c'est quelqu'un d'humain, elles sont toutes contentes. Et quand, par exemple, si j'imagine cette personne-là aller sur un site et parler au chatbot, je pense que ça n'a rien à voir. Donc, ça revient aussi dans les équipes. Contact humain, Ouais. même dans les plus hauts niveaux, ils le font. Donc, Ouais, puis on avait Topi qui était là au mastermind qui fait 2 4e le mois, je sais plus. Et lui, il habite aux Philippines. Et ce qu'il fait, c'est qu'il a toute son équipe quasiment qui est aux Philippines. Il organise pas des retraites, mais comme des camps ou des regroupements mm, mhm. de ses équipes. C'est qu'ils vont faire des activités, etc. Ah, il y a un terme pour ça, je sais plus. Ah, ils font comme des team building. Ouais, je sais plus, il y a un terme exactement. Mais bref, en gros, ils réunissent ses employés. C'est vraiment game changer. Et je pense vraiment à terme, pour moi, la meilleure équipe possible, c'est pas la plus grande, c'est celle qui est la plus soudée possible, comme Ouais, une équipe bien de sûr, foot. bien sûr. D'avoir même une équipe en réel sur Dubaï, par exemple. Pour moi, je pense que ça peut être vraiment game changer. Ouais, parce qu'ils sont tous ils sont Ouais, entourés, ils sont dans l'environnement, c'est ouais. 100%. Il y a des Mais inconvénients il y a des inconvénients comme des avantages, comme le fait de discuter, de perdre du temps, d'être moins productif. Mais je pense que vraiment, si vous avez le choix d'avoir des gens en humain, ça va être beaucoup plus efficace que à distance. Ou du moins d'avoir une base d'humains sur les top players. du coup, Topi, il habite là-bas carrément? Ouais, il habite là-bas, il habite aux OK. Philippines. Il est allé juste pour le business du coup? Enfin, Non, je pense un peu des deux. OK. Et des réunions comme ça, par exemple pour lui, il organise combien par année tu penses? Je Je crois sais deux pas fois si par année, si ouais, je 2 dis pas de fois? Ouais, bêtises. comme Andrew? Ouais, Ouais. exactement. Ouais, mais pendant ces semaines-là, il faut aussi enfin qu'ils profitent, des vacances, Mhm. exceptionnelles, et qu'ils aient des bons souvenirs, du CEO. Ouais, ouais, c'est ça. Comme ça, ils bossent bien parce qu'un employé qui bosse pour quelqu'un qui si le CEO, il a pas d'admiration pour ses employés, ben, les employés vont être moins motivés à faire des grandes choses, donc Mhm. super important. Et le CEO, il doit être un modèle aussi. Il doit inspirer les autres. Ouais, C'est-à-dire, ça doit être un exemple. ouais. C'est comme si c'était le grand frère d'une famille et il doit montrer l'exemple, il doit être inspirant. Et c'est pour ça que, comme je disais avant, travailler sur soi devait être le meilleur humain possible parce qu'après, vous aurez des business florissants. 100 et il faut que les employés voient aussi le end goal, voient que c'est vraiment un business, motivant Mhm. avec des multiples et cetera comme on en parlait avec Thomas. Ouais. Parce que, voilà, si c'est votre première boutique de drop, si c'est vous débutez ou même si vous commencez à scaler, ce sera compliqué de faire, ce genre de réunion et cetera parce Ouais. que vous allez vous réunir pour parler d'objectifs pas assez élevés donc Ce que je voulais te demander aussi maintenant, pour ceux qui sont intermédiaires, qui font déjà, on va dire, entre 5 et 15 KD, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil à appliquer pour passer à une étape supérieure? Moi, ce que je dirais, bah, c'est à nouveau, c'est les mêmes types de conseils. C'est s'ils sont à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire ils ont un skills issu. C'est-à-dire ils doivent apprendre des compétences sur quelque chose pour faire mieux. Donc il y a ça en premier lieu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pourraient apprendre qu'ils ne savent pas. Est-ce qu'ils maîtrisent parfaitement les créatives? Parce que déjà, quand on veut faire du 30, du 40 KD avec un produit, on peut juste maîtriser les créatifs, toucher tous les poches d'audience du marché, c'est-à-dire différents avatars, avec différents angles marketing, avec différents concepts. Puis rien qu'avec une diversité au niveau des créatifs, ben on peut déjà scaler énormément. Si le marché est grand, bien sûr, si je dis pas s'il est au Liechtenstein, mais s'il est en France, s'il ouais, est bien aux évidemment, UK, le TAM, il est important. voilà, le TAM, le Total Addressable Market, est important. Donc, je dirais déjà, si vous êtes déjà très bon en créative, ben, il y a peut-être un autre problème plus tard, ailleurs. Après, ça peut être aussi le choix de la niche, on ne sait pas, mais il y a peut-être des gens qui font certains résultats sur une niche qui est peut-être trop petite.
Donc ça aussi, si vous êtes un regardez sur ChatGPT, demandez-lui quel est le TAM, Total Addressable Market, de votre produit sur le marché et vous regardez si déjà il est grand. S'il est pas grand, ce que je pense pas, la plupart des gens pensent qu'ils sont dans un marché trop petit et au final il est toujours grand. C'est juste une histoire de toucher d'autres angles et avatars et messages. Mais s'il est trop petit, bah, peut-être réfléchissez sur trouver peut-être une autre opportunité de produit, une autre gamme de produits. Quand vous justement vous faites cette, demande à ChatGPT, du TAM, prenez, par exemple aussi un demandez-lui, c'est quoi une bonne audience et Mmh. cetera, une bonne taille d'audience. Ouais, Peut-être, faites une comparaison avec, le correcteur de posture pour voir vraiment, ouais, la différence. Parce que le correcteur de posture typiquement, tout le monde peut presque tout le monde peut l'acheter et ça c'est, heu, la taille d'audience idéale d'un produit, ouais. ce type de produit. 100%. Et ensuite, comme autre conseil applicable, bah, s'ils sont déjà à ce stade-là, c'est peut-être qu'ils ont un problème de qualité ou de quantité. C'est-à-dire en termes de créative, en termes de ce qu'ils poussent, je sais pas combien de landing d'offres ils testent, est-ce qu'ils ont un problème de qualité ou de quantité? C'est-à-dire est-ce qu'ils testent le double du nombre de créatives ou le triple ou le quadruple? Qu'est-ce que ça donnerait? Ou si, ils améliorent la qualité ou s'ils font les 2. Donc ça, c'est une petite formule qui marche tout le temps, c'est prenez ce que vous faites qui vous rapporte de l'argent, améliorez la qualité, juste, même juste un petit peu, et faites beaucoup plus. 100 10 fois plus, et vous regardez ce que ça donne. Et puis 100 après, après vous regardez. Mais en règle générale, ça fait toujours ce qu'elle est. 100 On avait vu, justement récemment, bah, les personnes, qui font 50 M, 30 M à l'année, ce qu'ils nous recommandent, à chaque fois, c'est on a nos créatives, gagnantes. Au lieu d'aller essayer de se casser la tête à aller chercher des nouveaux concepts, des nouveaux angles et cetera, c'est de faire, hem, de l'itération pour, 60, 70, 80 de notre ad spend, en fait. Donc on a quelque chose qui fonctionne, comme tu l'as dit, on va refaire ça à un maximum et ça, c'est, la loi de Pareto dans les créatives, qui est applicable à 100 et qui fonctionne vraiment. OK et après peut-être 30 de notre budget restant, là, on va tester, des nouveaux concepts UGC, micro-trottoir, tout ce qu'on veut. Mais, une fois, qu'on a et qu'on tourne bien avec déjà nos winners actuels. Parce que si on fait 10-15 cadets, 20 cadets, eh bien, on a encore beaucoup de marge, en tout cas aux US, assez facilement pour, retester ce qu'on a déjà, mettre le paquet dessus et scaler beaucoup plus. 100%. Puis pour beaucoup, c'est juste un problème de mindset. C'est-à-dire, c'est juste, si toi et moi, on arrivait dans son business qui fait 10, 15, 5 à 10 KD, Mmh. bah, je pense 100 qu'on pourrait passer à 30 en une semaine juste parce que on augmenterait le budget et on aurait d'autres barrières mentales. En fait, ce qu'il faut bien dire, c'est quand vous êtes à un certain stade, c'est comme si vous êtes capé à stade. En fait, il y a un phénomène qui se passe, c'est que quand c'est une nouvelle barrière, c'est comme un plafond. C'est-à-dire, on arrive dans le plafond et on reste dans le plafond à 10 KD et ça va être assez long jusqu'à Ouais, passer ces 10 KD parce que c'est comme si on avait une barrière mentale. Et ça, c'est à tous les niveaux. Il y a des gars qui stagnent, on l'a vu dans nos entourages, à 2 millions par année de bénéfices. Et ils stagnent. Mais c'est juste une barrière mentale, c'est juste un plafond. Et en fait, ce qu'il faut bien se comprendre, c'est qu'il y a ce plafond-là et il faut juste le faire sauter, en fait. Et meilleur moyen pour faire sauter, c'est simplement de s'entourer de personnes qui font bien au-dessus. Ou 100 au-dessus. Pour juste voir, ok, c'est possible. Puis juste savoir que c'est possible, bah, le plafond, magiquement, il s'envole. Bah, juste, on augmente le budget. Ok, tu fais 10 KD, tu spends combien? Tu spends peut-être 5 KD ou 3 KD, je sais pas, ton ROS. Et ben, qu'est-ce qui se passe si là, tu augmenté de budget? ouais. Bah, pendant une semaine, tu augmentes le budget. Plus agressivement. Ouais, on le voyait, en fait, Meta même, ils ont fait des communiqués et ils disaient que, voilà, si on ne spend pas 3 KD en ad spend par jour, on est des tout petits Hmm. joueurs. Ouais. Donc déjà, ça veut dire, que d'être pour aller dans les mid-range, il faut spend genre 1 M le mois, quelque chose comme ça et ensuite, on est les normaux si on Mm. spend plus que 1 M. Donc en fait, il faut vraiment se dire que le le scaling pour moi, il est obligatoire, en fait. Si on fait 10 KD, c'est pas assez. Il faut scaler, il faut Mm. se creuser encore plus maintenant la tête parce que c'est maintenant qu'on a, voilà, nos testing qui commencent à prendre, on a les créatifs qui fonctionnent bien, même si ça fait longtemps que vous êtes à 10 KD, c'est encore maintenant qu'il faut se creuser la tête pour essayer d'aller arracher les 20 KD. Il faut se dire que vous êtes dans, voilà, une course, à la performance, un marathon plutôt et que, voilà, il faut y aller et quelque chose, que j'avais justement également vu, c'était que pour faire, par exemple, 100 000 dollars de chiffre d'affaires par mois, il va falloir tester 3 nouvelles ads par jour. Si on veut faire environ, si on veut faire 1 million par mois de chiffre d'affaires, c'est conseillé de faire 35 nouvelles ads par jour et si on veut taper les 10 M par mois, il va falloir tester 350 nouvelles ads par jour.
ok? Et 80% justement de ces ads, c'est des variations d'ads winners qu'on a déjà. Et ça nous montre un peu le volume nécessaire pour chercher les DM par mois. Et c'est quand même costaud, 350 Ouais. variations par jour. Et, et ça montre vraiment qu'en fait, on peut faire plus. On peut faire C'est un plus, jeu de créa, c'est un jeu de volume. 100%. On le voit aux US, toutes les personnes qui scale, on va sur leur Ads Library, on voit qu'il y a un travail massif qui a été fait. On arrive en Europe, c'est divisé également par 10, Ouais. par 100. Et du coup, alors que si on vient faire le même travail en Europe, on cartonne. Et on le voit avec tous ceux qui cartonnent en Europe. Et un autre point important à mentionner, c'est qu'on a pris le temps de faire un chat GBT qui a retranscrit tous nos podcasts et qui va venir vous répondre comme s'il était Nico ou Matteo. Donc, si vous êtes débutant, si vous voulez scaler, si vous êtes intermédiaire, vous avez une marque, etc., posez la question au chat GBT, on le mettra en description, on le remettra en description. Posez-lui simplement la question et vous verrez que les réponses sont insane. Même moi, des fois, je questionne pour voir qu'est-ce que je m'aurais répondu et c'est vraiment bien fait. Donc, on mettra le lien du chat GBT qu'on a personnalisé en description. Après, libre à vous de l'améliorer si vous voulez. Mais pour l'instant, son prompt, c'est de répondre avec tous les podcasts comme s'il était moi ou Nico. Donc, c'est assez insane. Donc, ça aussi, c'est un gros glitch. Peu importe votre problématique, posez-nous la question sans payer des sommes astronomiques en 100%. one-to-one. 100%. Après, dans le school aussi, on aura un endroit où il y aura tous nos fichiers regroupés, tous nos Tous les ressources. Donc je dirais pour les personnes qui font 10 à 15 KD, c'est avoir un process de créative beaucoup plus performant, analyser plus les concurrents, regarder et faites en sorte de rechercher tout le marché, tous les concurrents que vous avez pour voir quelles sont des choses que eux font que vous ne faites pas encore et, et tabasser en termes de process de créative. 100%. Et ceux qui scale plus, 30KD plus. Donc là, après, ça dépend de la brand. Ça va être spécifique à la brand et à chacun. Mais en règle générale, toujours dans les créatives. C'est-à-dire ça va toujours être un problème de créative. Et ensuite, ça va être de comment être rentable en sachant que le CPA va augmenter. C'est-à-dire le coût par achat va augmenter. Quand on veut faire durer une brand, le coût par achat augmente. Donc, quoi mettre en place pour avoir plus de repeat? Mettre en place peut-être une offre par abonnement. Il faut que le coût par achat on puisse être rentable avec le coût par achat qui augmente. Donc ça va être quelque chose à travailler. Ça va être d'augmenter la gamme du produit. Si vous avez un seul produit, vous faites 1 million par mois avec ce produit, c'est bien. Ça peut durer, mais simplement, essayez d'avoir d'autres gammes du produit. Développer cette gamme-là avec vos clients. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont aimé chez votre produit, qu'est-ce serait pour eux le produit idéal. Et développer d'autres produits. Donc mettez du temps sur du recherche et développement pour d'autres produits. Ensuite, tester d'autres plateformes. Il y a plein d'autres plateformes que Meta pour aller chercher de l'argent. Ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais ça peut rapporter du gros argent. Je pense type à Amazon. Amazon, une fois que c'est setup, c'est 30% du chiffre d'affaires que vous avez avec Meta chaque jour, voire plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que surtout aux US, les gens, ils tapent sur Facebook. Non, Et ils vont. ouais, Ouais, ils exactement. réceptionnent l'ad sur Facebook Ils- et ensuite ils tapent Ils sur tapent sur Amazon. Amazon. En fait, il y a un pourcentage de personnes, et c'est prouvé, aux Ouais, US 100%. principalement, qui n'achèteront jamais sur Meta. Parce que c'est des gens, c'est des Amazon buyers. C'est-à-dire, eux, ils vont acheter que sur Amazon. Ouais, ils C'est-à-dire, sont si c'est sûrs pas de sur Amazon. recevoir rapidement, ils Voilà. sont sûrs de ne pas se faire arnaquer, se faire avoir. Et Amazon fait en sorte qu'ils sont livrés rapidement aussi. C'est donc, sûr. ouais. Et vous avez qu'à juste regarder le nombre de clients Amazon et vous aurez la preuve qu'il y a énormément de personnes qui achètent sur Amazon. Surtout Donc, aux US. Hein. Après, en US, Europe, mais en pareil France en aussi, Europe. ça commence. Pareil en France. En fait, il y a qu'à simplement regarder le nombre de personnes qui achètent sur Amazon et vous verrez que ces acheteurs-là, s'ils achètent sur Amazon, ça veut dire que s'ils connaissent votre produit, eh bien, ils aimeront bien l'acheter sur Amazon. Donc, être sur Amazon, ça va être aussi quelque chose d'important. Ensuite, il y a d'autres plateformes type TikTok, Snapchat, Programmatic Ads aussi, faire du retargeting sur d'autres canaux sous-exploités. Il y a plein d'autres canaux en Bien fait sûr, qu'on peut Google exploiter. Ads, Google, ça du j'en parle. native, Voilà, du Google, je n'ai pas Applovin. parlé, mais pour moi, c'est dès qu'on fait du Facebook, il faut être sur Google instantanément, ultra important. Le native ads aussi important. Applovin aux voilà. US qui commence. Ouais, il y a plein, vraiment plein de plateformes. Donc simplement, ce que vous allez faire, c'est faites une liste des plateformes qui pourraient avoir le plus d'impact et mettez du focus à l'ouvrir correctement. Je dirais 2 par mois. Et sur une année, vous allez vite vous rendre compte que ça peut vous rapporter énormément d'argent et faire grossir énormément votre marque. Et TikTok Shop qu'on n'a pas mentionné aussi. TikTok Shop très, très puissant. Dans les mois qui vont arriver, ça va être quelque chose d'incontournable en Europe. Également pour pallier le fait
des coûts par achat qui augmentent, comme tu l'as dit, d'avoir quelque chose qui se rachète. Moi, j'ai eu accès à énormément d'ad account, énormément de business managers que j'ai pu analyser, etc. Et je vois des spends vraiment phénoménaux, etc. Genre des 3M de spend, 5M de spend par mois, etc. Ce que je vois tout le temps aux US qui se répètent, c'est des coûts par achat assez élevés parce qu'ils font énormément d'upsell. Et souvent, c'est un produit qui se rachète. Quand il y a du haut scaling, souvent, c'est des suppléments, c'est quelque chose qui se rachète. C'est même parfois des produits qui se rachètent pas forcément, mais qui fait en sorte Mhm. que ça se rachète. Donc, soyez créatifs, etc. Mais il y a beaucoup d'upsell, en fait. J'ai analysé tous les Ouais. spas énormes que j'ai fait. Voilà, j'ai passé commande et j'ai vu, en fait, ils ont un funnel d'upsell qui est très smart. Qui est très smart. Et ça, quand on scale, c'est super important de travailler sur ces upsells, de travailler sur, une fois que le client commande, eh ben, qu'est-ce qu'il va recevoir comme email pour qu'il réachète. Eh bien, quand il reçoit la commande, qu'est-ce qu'il reçoit pour faire en sorte également qu'il réachète. Et ça, c'est super important pour avoir la stabilité et avoir assez d'argent qui rentre, encore plus même. Mhm. Et notamment, un point ultra important sur se concentrer, c'est le upsell, enfin le cross-sell 1, c'est-à-dire le premier upsell qu'on montre après l'achat. Ouais, C'est le point de focus numéro 1 parce que c'est ce qui peut rapporter le plus. ouais, Ça va être même presque plus important que le produit qu'ils achètent de base parce qu'en fait, ils auront déjà confiance. ouais, Et là, vous allez pouvoir même proposer un produit jusqu'à 10 fois plus cher c'est et ils ça. seraient susceptibles d'acheter. On l'a appris durant le mastermind C'est et ça. c'était un truc qu'on savait déjà un peu, mais qu'on En gros, on l'a jamais vraiment fait. l'élasticité du premier upsell, en fait, il peut être énorme. Ouais, Parce c'est ça. que, parce que qui est le plus susceptible d'acheter votre produit, c'est celui qui l'a déjà acheté. Et ce qui fonctionne bien en upsell, encore une fois, bah, c'est un produit, c'est le même produit qu'il a déjà acheté, ou alors un produit qui va accélérer le résultat du premier produit qu'il a acheté, ou simplement accentuer le résultat. Donc ça c'est banger. Par exemple, voilà, vous vendez des chaussures orthopédiques, vous n'allez pas mettre un chapeau, vous allez mettre des semelles, et ça c'est banger. 100%. Qui peut accélérer le résultat, augmenter la chance de réussir. C'est-à-dire, si vous vendez des choses, un produit, par exemple, pour soulager les douleurs de nuque, eh ben, vous allez dire qu'il a fait une bonne affaire avec ce produit-là, que ça va l'aider à soulager sa nuque, mais que s'il mettait un gel pour améliorer la concentration du produit, ben, il allait pouvoir décupler jusqu'à 250% le résultat, par exemple. Donc ça, améliorer la manière d'atteindre le désir avec un upsell, ça peut être bien, ou de solutionner un nouveau problème que le produit a créé. C'est-à-dire, le produit que vous avez vendu, je sais pas, pour la nuque, a créé un nouveau problème, parce qu'en fait, ils ont plus de problème de nuque. Du coup, je vais prendre un autre exemple en perte de poids. Admettons que vous avez aidé à perdre du poids à une personne. Donc, votre produit il solutionne la perte de poids. Mais après, une fois qu'ils auront perdu du poids, bah, ils auront la peau qui pend, admettons. Donc, vous allez vendre un autre produit pour la peau qui pend. Donc, Ouais. admettons que votre premier produit, c'est un complément pour perte de poids. Et le deuxième produit, c'est genre une séance d'opération à 10K. Parce que ils auront perdu du poids, ils auront de la peau qui pend et ça peut être enlevé en 1 heure à 10K, par exemple. Donc ça, c'est un type d'upsell qui est bien fait, c'est quand vous créez un autre problème en résolvant le premier problème. Et on l'a vu et on a parlé à plusieurs personnes, littéralement, les upsells, ça peut être 50% du chiffre d'affaires. Ça peut être 40% du chiffre d'affaires. Et c'est des sommes astronomiques. Quand on fait un M par mois et qu'on sait que 400K viennent des upsells, c'est quelque chose à ne pas négliger et surtout à A/B tester. À A/B tester en termes de prix, parce que comme on l'a dit, quand une personne achète déjà votre produit, ben, le prix, enfin, il fait moins d'importance, il y a plus d'élasticité. Donc vous allez pouvoir tester 20 € moins cher, 20 € plus cher. Tester peut-être aussi des choses pas trop chères, mais en payant la livraison. Voilà, il y a beaucoup de combines à faire qui sont super puissantes. Donc là, Nico, est-ce que tu pourrais juste, je sais que tu as lu les commentaires YouTube et il y avait quelques questions justement, et ça serait intéressant de pouvoir y répondre. Donc prenez le temps de mettre des commentaires sur YouTube et on va prendre le temps de regarder et répondre aux questions les plus pertinentes. On a une question de Diatrima. Je suis actuellement en préco et le MOQ est de 500 chez le fournisseur. Vous ferez quoi à ma place? À partir de combien de ventes je peux me dire lance la production, entre parenthèses, cosmétique, et j'améliore la formule du concurrent pour avoir un USP. Donc déjà, moi je dirais, si tu as contacté qu'un fournisseur, contacte-en 50. Ou Voilà, prends quelqu'un qui en contacte 50 et tu verras que le MOQ va vite descendre ou même être sauté sur certains fournisseurs. voilà. Ça change. Diminuer au maximum, négocier un MOQ plus bas Mhm. et ce sera la solution à 100%. Puis après, tourne en marque blanche le plus vite possible en MVP pour avoir le moins de customisation possible sur ton produit, mais pour valider le produit, pour que tu sois confortable ensuite à faire un peu de stock.
mais commence pas avec full customisation si tu n'as pas validé le produit avant. Donc, je sais pas quel produit c'était, mais teste-le en marque blanche et en fonction des résultats, après, ben, tu pourras lancer la production. Bah, ça prend du temps à produire et de l'argent. Donc, ne te lance pas sans avoir validé les choses proprement. On a des questions de Caramel. Super. Pouvez-vous indiquer ou nous donner un tips pour calculer notre bénéfice avec une application ou un Google Sheets? Donc, je sais que dans le school, on a un calculateur pour les bénéfices, etc. Après, pour calculer tous les jours les bénéfices, au début, vous pouvez faire avec un Google Sheets, demander à ChatGPT de mettre les métriques importantes en e-commerce pour suivre votre ROS, votre BER, etc. Et une fois que ça commence à tourner, je vous conseille TrueProfit, une application Shopify, n'importe quelle application similaire même fonctionne très bien. Mhm. Et ensuite, avec Triple Whales, quand vous commencez à scaler, pour avoir un pixel mieux traqué et simplement suivre toutes vos dépenses et votre bénéfice au quotidien, je vous conseille Triple Whales. 100%. Moi, j'ai une question de Cédric. Encore une fois, c'est une masterclass cette vidéo. Petite question peut-être bête, il n'y a jamais de question bête, mais dont j'ai besoin d'avoir une réponse claire. Quand vous dites de copier les meilleurs sites de notre niche, y a-t-il un site qui les répertorie ou bien c'est à nous de chercher via un VPN avec des mots-clés? Si oui, vous faites comment? Très bonne question, pas du tout bête de la part de Cédric. Ben, il y a plusieurs logiciels pour ça. J'en connais un qui s'appelle Ecom Store. Mais grosso modo, voilà, il y a des logiciels comme ça où vous avez toutes les boutiques listées du monde. Après, ce qui est vraiment important, c'est de demander avec ChatGPT de pouvoir lister tous les mots-clés de votre produit, les variations, etc., dans plusieurs langues également, les langues principales de l'e-com. Et ensuite d'analyser la librairie Facebook de fond en comble, les logiciels de spy si on y a accès. Et comme j'ai dit, après, il y a Ecom Store, où c'est que vous avez plus de 15 millions de boutiques répertoriées. Vous allez mettre n'importe quel mot-clé et vous allez trouver absolument toutes les boutiques qui ont ce mot-clé Hmm. euh, comme produit sur leur boutique. Et ça va grandement vous aider. Mais principalement, As Library, les logiciels de spy, Ouais, ou Forplay aussi. Forplay aussi, tout ce qui est créa, voir quels créa ont le mot-clé. Et vous allez pouvoir un panel. Parce qu'en fait, pourquoi ça fonctionne? C'est parce que Forplay, les logiciels de spy, etc., va ressortir en fait les shops à player, en fait, les shops qui printent le plus. Et du coup, vous n'allez pas faire ce travail sur des shops qui ne chiffrent Mhm. pas automatiquement. Surtout des shops qui chiffrent avec les créas. Et si vous les lancez sur Facebook, ben, ça sert à rien peut-être de trouver un shop Google parce que peut-être que la page produit ne sera pas exprès pour Meta. Donc ça, il faut bien aussi le savoir. C'est ça, c'est ça. Et après, essayez peut-être votre mot-clé aussi sur la librairie TikTok et aussi Calo Data, enfin tout ce qui est TikTok Shop. Vous pouvez aussi trouver des pépites. Ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui débute? Je sais pas exactement l'audience, on n'a jamais vraiment sondé l'audience qui regarde. On sait qu'il y a un peu de tout. Il y a des gens très avancés, il y a des débutants, il y a des gens qui font même pas d'e-commerce, qui sont juste intéressés par nos propos. Mais là, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à ceux, admettons, qui ont un travail et qui savent que l'e-commerce, ça peut générer de l'argent, qui sont pas encore sûrs que ça peut leur générer de l'argent et que potentiellement voudraient vivre de l'e-commerce? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil à ces personnes-là? Alors, s'ils ont un travail, déjà, c'est comme on a dit plusieurs fois, là, tu viens de mentionner le fait qu'ils peuvent ne pas croire qu'on peut chiffrer. Bah, déjà, c'est le fait d'y croire à 100%. Euh, L'entourage qu'on a quand on a encore un travail en physique, etc., il est parfois toxique. Ouais. Donc, se dire que n'importe quel avis de ces personnes-là ne compte pour zéro et tester, Ouais. Donc, investir. excuse-moi si je te reprends, parce que c'est vrai que c'est très important. Donc, la première des choses, le premier conseil qu'on va donner, que je suis d'accord avec Nico par rapport aux autres formateurs, c'est pas des points de vue techniques, c'est déjà au niveau de votre entourage, c'est retirez-vous de votre entourage qui vous fait avoir la vie que vous avez actuellement. Vous devez aller dans un nouvel entourage, et cet entourage-là, ben, je pense pas qu'en réel, vous aurez des e-commerçants à succès, tout proches, amis. Le meilleur moyen, c'est de rejoindre des groupes, des communautés, des schools, etc., comme le school qu'on a créé, pour vous recréer un nouvel environnement, parce que vous serez la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Donc ça, c'est le premier des trucs importants, Ouais. parce que tout le reste que vous ferez, ça, vous irez à contre-courant, Ouais. je vous garantis. 100%. Changez déjà l'environnement, 100%. c'est le point le plus important. 100%. Là, à l'heure actuelle, vous pouvez regarder vos 5 personnes les plus proches. Vous êtes sûrement la moyenne de ces 5 personnes-là. Ouais. OK? Et ça, c'est super puissant. Et je dirais aussi,
quand on dit se retirer, par exemple, d'un entourage toxique, admettons que vous avez un travail, voilà, qui paye bien et qui va vous permettre de financer, votre e-com et cetera. C'est pas de se retirer du travail, mais c'est de se retirer, parfois des conversations, futiles et cetera que vous pouvez avoir avec certaines personnes et aussi de se retirer, dans votre mindset, en fait. Donc, eux vont parler de ça, en fait, non, vous allez être focus, vous savez que, ça peut fonctionner et voilà, vous rentrez le soir, vous bossez, sur votre, business. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant la dernière année de mon apprentissage, tous les soirs. J'avais zéro temps libre. En fait, de base, je jouais tout le temps aux jeux vidéo tous les soirs. Mais là, la dernière année, j'allais tous les soirs au sport et après le business jusqu'au soir, jusqu'au matin et j'avais même des examens et cetera. Je disais à mes parents que je travaillais sur les examens. J'ai jamais travaillé dessus, je faisais que mes business, j'apprenais sur Shopify, j'apprenais et j'appliquais et ça commençait à cartonner juste parce que je me suis retiré, de ça et j'étais même, dans un environnement toxique et ce qui m'a aidé, à ne pas rentrer dans cet environnement mauvais, c'était en fait de me dire que c'est comme un contrat. En fait, j'avais fixé un contrat que, OK, si je suis à cet endroit-là, je sais il peut y avoir ce genre de paroles, il peut y avoir ce genre de pensées qui vont, me tirer vers le bas, mais en fait, je fais avec et en fait, je sais que ça m'impacte pas et je me suis fait un contrat comme ça avec moi-même et c'était super puissant. Personne n'en parle, après c'est pas vraiment quelque chose, qu'on peut en parler, mais voilà, c'est un contrat que je me suis fait, OK, quand je suis à cet endroit-là, c'est dans le contrat qu'il peut y avoir ce genre de mauvaises, pensées, mauvaises, paroles à mon égard ou simplement pour mon mindset et qu'en fait, je dois simplement faire avec et justement faire comme si c'était pas là et Mmh. ce genre de petit contrat mental, moi, ça m'avait beaucoup aidé, si vous êtes à ce stade-là Ah, et ouais, un contrat mental, je pense, ça doit être indispensable quand vous voulez commencer quelque chose parce que vouloir avoir de nouveaux résultats implique faire plein de nouvelles choses et traverser quelque chose, c'est que ça va être très très inconfortable, c'est que vous allez avoir des routines qui vont changer et si vous ne faites pas un contrat, bah, vous allez vite rester dans votre routine. Vous allez vite faire comme vos collègues, profiter de vos week-ends, profiter de vos temps libres, parce que pour vous, ça sera la normalité. Donc il faut faire vraiment un contrat avec le vous, pour obtenir le vous du futur. Et ce contrat-là, ça vous permet de passer les difficultés et d'être OK avec ces difficultés-là. Parce que clairement, ce qui va arriver, c'est que quand on veut démarrer, ben, il faut faire énormément d'efforts, il faut changer énormément de routine, il faut travailler, il faut beaucoup travailler. Et comme vous travaillez déjà à côté, ben, il faut travailler pendant votre temps libre. Donc ça implique que vous aurez plus de temps libre quasiment. Et là aussi, un autre point important, c'est que quand vous commencez, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, vous ne savez pas quelles sont les bonnes informations en e-commerce, quelles sont sur quoi se focus. Et du coup, ce qui arrive, c'est que beaucoup de débutants commencent avec toutes les informations qu'ils ont et ils passent leur peu de temps qu'ils ont à travailler comme un malade sur pas forcément ce qui rapporte beaucoup. Donc ça aussi, et faites attention à qui c'est que vous écoutez les informations parce que votre temps est précieux et ça peut vraiment tuer une vie. Parce que quand je dis tuer mmh, une vie, ça veut dire que vous êtes motivé à commencer l'e-commerce, admettons, vous regardez des formations, vous prenez même une formation, vous avez plein de choses, vous appliquez et ça marche pas. Donc vous avez perdu tout votre temps à appliquer des choses qui n'étaient pas forcément justes et vous pensez que c'est pas pour vous, que ça marchera pas pour vous et peut-être après toute votre vie future, vous ne retentiez plus. Et c'est pour ça que je dis que c'est très dommage. Donc faites attention de qui vous prenez les informations parce que il faut avoir les informations de personnes qui sont dans le business, qui font des vrais résultats et pas ceux juste qui montrent un bon lifestyle. Et ça, c'est très important pour pas gâcher votre vie. Vraiment, euh, quand vous avez déjà peu de temps, il faut vraiment que ce que vous appliquez, ce soit le 20 du 80, du 20 du 80, du 22 80. C'est-à-dire le 1% qui rapporte 50% ouais, des full résultats. Pareto. Ouais, full Pareto. Et ça, quand on débute l'e-commerce, est-ce qu'on peut brainstormer un peu en direct, justement, sur quoi le 1% qui rapporte le 50% quand on débute? En premier lieu, moi, je dirais, c'est l'information déjà de qui on prend. Donc, avoir les bonnes informations, l'environnement, de faire un contrat avec soi-même. Et en termes d'e-commerce pur, bah, c'est d'apprendre le marketing, comment faire des créatives avec Meta, juste concentrer sur Meta Ads, Facebook Ads, faire des créatives, ça vous générera de l'argent. Et même si pour nous, c'est peu de faire 10K par mois de bénéfices, ça vous permettra de faire largement 10K de bénéfices une fois que vous aurez compris les créatives. Et ça sera juste un problème de skills, c'est-à-dire un problème de savoir. Donc en fait, si vous n'avez fait pas d'argent, ça veut dire qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore appris. Et si vous apprenez les créatives, vous apprenez le marketing et le media buying sur Facebook, bah, vous ferez de l'argent. Si vous n'en faites pas, c'est simplement qu'il y a un truc que vous savez pas. 100%.
Et je dirais le raccourci pour le copywriting, le marketing, c'est de voir ce qui fonctionne le plus en ce moment. Ouais. On l'a déjà dit, mais en réalité, même là, j'écoutais, je parlais avec un très bon copywriter, enfin, je l'écoutais, et ce qu'il disait, c'est tout le monde vous parle des livres à lire, etc., des choses à faire, des formations à acheter, etc. Il a dit que, bon, il y en a certaines qui peuvent être utiles, mais ce qui lui a permis de faire x10 sur ses compétences, c'est de regarder les meilleures copies. C'est de regarder les meilleurs ads du marché en ce moment. Par exemple, si j'étais débutant et que voilà, je veux me faire la main, etc., à faire des bonnes créatives, euh, on va sur la librairie Facebook, on regarde qu'est-ce qui a le plus d'impression. Donc d'un concurrent en particulier. Vous allez mettre des mots-clés, des produits, voilà, tendance, etc. Vous allez regarder les ads qui ont le plus d'impression, vous allez regarder et on va la décomposer. On va voir le hook, le frame, etc., le call to action. Et ça va être un raccourci à l'apprentissage. Comme disait Arthur, vraiment, c'est important d'analyser les concurrents. Pour moi, si vous analysez genre 10, 20 concurrents dans la niche où c'est que vous allez lancer votre produit, vous regardez de fond en comble toutes les créatives qui ont eu le plus d'impressions, ou par exemple si c'est aux US qui ont tourné le plus, bah, ça va vraiment mâcher votre travail et il n'y aura pas besoin de regarder toutes les formations sur le Mhm. marketing 100%, parce que vous allez 100%. juste refaire ça en Europe. En fait, on a quelque chose qui est super, super simple en Europe, c'est que la plupart des choses qui fonctionnent aux US, on peut les lancer en Europe en modifiant un peu la créative, en modifiant la langue, etc. Donc, pour moi, ça, c'est le glitch que j'ai déjà répété qui fonctionne Ouais, tout le 100%. temps. Après, il faut juste bien appliquer, bien faire les choses et vous ferez de l'argent avec l'e-commerce, ça c'est sûr. Ouais, 100%. Et pas se dire que c'est quelque chose de magique, l'e-commerce, hein. Mm. C'est mathématique. C'est mathématique et une fois que vous commencez à vendre, à commencer à avoir des chiffres, en fait, vous allez vite le comprendre. Et se dire également que les personnes que vous voyez en ligne, c'est pas des magiciens, c'est juste des personnes qui ont testé, testé, testé et voilà, ils ont itéré, etc. Et au final, après, on peut scaler. Mais tout vient des premiers testings. Tout vient des premiers lancement qu'on fait et en fait, il faut juste le faire. C'est juste le faire. En tant que débutant, il faut faire. Il faut appliquer, faut pas écouter toutes les vidéos YouTube, avant de se lancer et à un moment, il faut se lancer quand on est sûr et voilà, c'est pour ça aussi qu'on a fait le school pour la partie, de se lancer. Parce que Ouais. c'est applicable à 500. Ouais, et puis qu'on a aussi des analyses créatives qui permettent d'avoir des learnings euh, insane. On a des produits, des tendances winners à exploiter. Ouais, bon, bref, on sait et vous avez prouvé que le school est vraiment, vraiment la meilleure chose pour débutants autant que pour intermédiaires que pour avancer. Parce que cette forme de communauté et en même temps d'avoir ce qui marche réellement en e-commerce par nous, par des experts, d'avoir des lives, c'est vraiment insane. Mais bref, on n'est pas là pour parler du school. Donc là, c'est bon, je pense, pour les questions aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer dans la partie valuable, c'est qu'on va venir donner de la vraie value actionnable. Qu'est-ce que tu peux nous partager, Nico, aujourd'hui? Moi, comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup, beaucoup, d'analyses sur beaucoup d'ad accounts. J'ai vu énormément de spend, comme je l'ai dit. Ce que j'ai remarqué vraiment aux US, qui cartonne en ce moment et même pendant les derniers masterminds, on l'a vu, c'est tout ce qui est supplément, tout ce qui est, complément alimentaire, tout ce qui est, voilà, choses pour la santé et cetera qui se rachètent aux US parce que les gens, voilà, ils vont racheter le produit, ce qui va nous permettre même d'être peut-être break-even sur le premier achat et cetera et justement, tous ceux qui vendent ces suppléments, ces compléments, aux US qui spendent beaucoup, ils jouent avec les niveaux de conscience. Ils jouent aussi, en fait, ce que le client, est, quelque chose en anglais on appelle feel, qu'il feel avant la logique et on va jouer avec le niveau de conscience, sur les landing pages pour vraiment proposer une transformation au client. Je sais pas si tu as 2-3 choses aussi à dire là-dessus Ouais, après? je vois ce que tu veux dire. C'est assez technique et compliqué à expliquer pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Mais en gros, euh, on va essayer, je crois que ça on l'a peut-être déjà mentionné, il me semble que j'ai déjà mentionné dans mes vidéos YouTube ou dans le podcast, c'est qu'en fait la personne veut une transformation. Donc en fait c'est ça qu'on va la vendre, mais on va vendre cette transformation émotionnelle à travers de triggers, c'est-à-dire à travers de points qui va lui faire déclencher ça. C'est-à-dire Ouais, la personne pour une perte de poids par exemple, elle veut retrouver peut-être les habits qu'elle avait avant. Elle veut pouvoir retrouver le corps qu'elle avait avant pour peut-être replaire
ou se sentir bien dans son corps. Donc en fait, il y a toutes des choses qui gravitent autour de cette transformation qu'on va devoir montrer. Il y a des points positifs, des points négatifs. Et idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est appuyer sur les douleurs. Donc montrer à quel point maintenant son corps, peut-être Ouais, ça la dégoûte, à quel point ouais, peut-être son mari va la quitter vu qu'elle est trop grosse, ou montrer des statistiques que les maris, bah, que leur femme a changé, bah, c'est rare ceux qui restent. Donc là, on appuie sur la douleur, c'est très ouais. négatif. On Ensuite, crée un fossé. voilà, créer un fossé. Et pour voir la taille du fossé, la meilleure manière, c'est de créer en fait un gap avec le positif. Ouais. Mais qu'est-ce qui se Montrer la passerait? transformation à la fin, Voilà, le exactement. résultat end goal, que le client, voilà, sa femme lui fait des câlins et qu'il est en top forme. Voilà, Et de c'est ça. montrer le parcours et vendre justement cette solution au top. Voilà, pour avoir le gap. Donc là, montrer exactement comme tu as dit, bah, OK, elle a pris la pilule, elle a perdu du poids, son mari, mais il tombe même encore plus amoureux d'elle, bah, si elle a un meilleur corps qu'avant, bah, s'il l'aimait déjà avant, hein, il l'aimera peut-être encore plus. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des exemples d'arguments. Donc là, on lui fait un énorme gap avec du positif, puis à la fin, on fait redescendre avec du négatif pour quand même qu'elle prenne une action. Parce que, OK, c'est bien d'être euphorique, mais c'est pas ça qui va la faire acheter. Elle va être euphorique, ouais, trop bien. Et à la fin, on va lui dire, écoute, mais maintenant, tu as un choix. C'est soit tu fais rien et tu continueras comme t'es, ou même encore, ça va pouvoir s'empirer, ou soit ben, tu décides de passer à l'action et t'achètes cette pilule. C'est Donc, ça. c'est vrai que ça, c'est du très haut niveau de copywriting. Et c'est ce qui revient à ce que tu m'as dit, qui revenait sur les gros funnels. Ouais, et on joue justement avec les niveaux de conscience. Parce que le client, justement, il est dicté par toutes ses croyances. Et on joue avec ça. Et beh, c'est ce que je vois sur les ad accounts qui se peignent le plus. Et c'est tout ce qui est supplémente, etc. Et il y a tout le temps ce type de système bien poussé. Et justement, quand on est en Europe, on a juste à, entre guillemets, copier. Mhm. Et c'est ça le raccourci. Moi, j'avais une chose à partager. Enfin, c'est une question qui revient souvent là, ici dans les meet-ups qu'on fait, dans les masterminds qu'on fait. Il y a cette problématique récurrente du créatif stratégiste de, OK, ben, déjà, c'est quoi un créatif stratégiste? Beaucoup de personnes ne connaissent pas ou disent le nouveau métier alors que ça existe depuis longtemps aux US. Mais dans le marché francophone, on va dire c'est un peu le nouveau métier. Beaucoup de personnes ne savent pas à quoi ça sert, ne savent pas comment en engager un, quel stade ils doivent en engager un. Donc c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Je pense que ça serait bien qu'on éclaircisse un petit peu, même si on n'est pas des créatifs stratégistes en nous-mêmes, mais qu'on en a dans notre équipe et on sait à quel point c'est important. Euh, un créatif stratégiste, c'est, pour résumer, c'est quelqu'un qui va venir avoir la responsabilité de générer vos ads winners, c'est-à-dire de générer la stratégie de vos créatifs. C'est-à-dire de faire en sorte, peu importe ce qui se passe, il va venir avoir des nouvelles ads winners pour que vous puissiez spender plus. Donc en fait, c'est un poste très large, c'est qu'il peut avoir un énorme levier parce qu'une bonne personne, bah, vous lui dites, OK, bah, je veux juste pouvoir spender plus avec des créatifs qui ont tant de ROS, débrouille-toi. Et lui, derrière, il va faire les analyses, il va faire des itérations, il va coordonner les équipes pour faire ce job-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ça le poste de créatif stratégiste. Et ensuite, pour en recruter un, bah là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un recrutement. Il va falloir faire entrer beaucoup de créatifs stratégistes parce que ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup se prétendent être créatifs stratégistes, mais ne le sont pas. C'est-à-dire, ils ont fait du social media, mais ils sont pas Et il y en a beaucoup qui ouais. savent même pas faire de la veille concurrentielle. Et pour moi, ça, c'est le numéro un d'un créatif stratégiste. On a des personnes qui font juste du montage avec ce qu'on leur donne, etc. Mais il n'y a pas de nouvelles idées. Et justement, le fait de recruter minimum, par exemple, 100 personnes, avoir minimum 100 postes avant d'analyser les candidats, bah, c'est super, super important. Et même Leila Hormozy le disait aussi, qu'elle regarde rien tant qu'il n'y a pas un certain nombre de candidats. Je sais plus si c'est 1000 Mhm. ou plus. Et la quantité, ça va beaucoup aider. Comme tu l'as dit, il y en a beaucoup qui se prétendent de l'être, mais qui ne le sont pas. Hem, Moi, j'avais fait des posts sur LinkedIn, c'était vraiment très puissant. J'avais repris aussi un de tes scripts aussi de recrutement, j'avais modifié avec GPT et c'était vraiment banger. J'ai trouvé beaucoup de bonnes personnes. Upwork, je conseille aussi de faire un post, mais pas d'avoir des attentes là-dessus en Mhm. particulier. Même pour créatif stratégiste, c'est Ouais. pas le meilleur poste. Donc LinkedIn, moi, ça m'a beaucoup aidé et le réseau aussi, Mhm. demander
à des personnes que je connais. Toi, tu as d'autres solutions aussi? Alors, LinkedIn, moi je dirais c'est le point numéro un. Faites des posts payants, différents types de posts avec différents types de messages pour essayer de trouver différents types de créatifs stratégistes dans différents pays. Moi, ce que j'aime bien, c'est les pays de l'Est, c'est-à-dire la Serbie, Bulgarie, etc. J'aime bien poster dans ces pays. Je poste aussi aux US, UK, Canada. Je poste pas en France parce que pour l'instant, les profils créatifs stratégistes français, c'était pas ce qui nous intéressait. Euh, et après, voilà, masse de personnes et on analyse et on essaie de trouver les quelques pépites. Mais maintenant, je suis très très intransigeant. C'est-à-dire que bah là, on a ouvert un poste de recrutement de créatif stratégiste et pour l'instant, on n'a personne parce que on a des bons profils et tout. Mais là, je sais qui je veux. Et comme on l'a dit durant le dernier podcast, ben, je resterai sur ça. Quitte à prendre plus de temps, je veux la bonne personne parce que ça peut coûter tellement d'engager la mauvaise personne que là, je vais pas perdre ni d'argent ni de temps avec ça. Donc, je sais, j'ai fait une bonne scorecard, je sais qui c'est que je veux et j'attends jusqu'à la trouver. Donc, je dois faire rentrer plus de personnes. LinkedIn est bien et aussi un headhunter, donc un chasseur de tête. Ça, c'est le hack. Ou une agence aussi? Ouais, ou une agence. C'est le hack qui coûte, qui est bangers parce que simplement, vous allez venir payer une agence 15 à 20% du salaire annuel. Donc, si votre créatif stratégiste coûte 5K, bah, vous faites vite le calcul, 5 fois 12 fois 20, c'est ce que vous allez leur payer une fois qu'ils l'ont engagé. Mais derrière, ils vont vous trouver des profils difficilement trouvables vous-même. Donc, ils vont vous trouver vraiment des AA players. Et si vous n'êtes pas satisfait, ils le remplacent. Donc, ça, c'est aussi un point à savoir. Pour trouver des headhunters, tu fais comment? On a le contact, ils ont qu'à nous contacter. Nous, on a le contact des headhunters, des top headhunters. Et après, si vous êtes au départ, donc si vous n'êtes pas encore dans une position d'embaucher un créatif stratégiste, ce qu'il faut faire, c'est vous être le créatif stratégiste. Moi, c'est ce que personnellement j'ai fait et ce qui m'a rapporté le plus d'argent dans tout ce que j'ai pu faire dans ma carrière d'entrepreneur, c'est d'apprendre le métier de créatif stratégiste. Parce que c'est insane, vous allez pouvoir générer de l'argent avec vos compétences. Donc, peu importe à quel stade vous êtes, apprendre les compétences pour devenir créatif stratégiste, pour savoir comment créer des creative winners, ça vous sera utile parce que c'est utile pour tout dans le business. Vous allez comprendre comment vendre en fait. C'est simplement de la vente avec des créatifs. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que je recommande à n'importe qui, c'est Ouais. déjà de prendre ces compétences-là. Pour n'importe quel e-com, quelle boutique e-commerce, en fait, c'est le métier, le rôle le plus important de recrutement. Mhm. C'est créatif stratégiste, ça passe avant media buyer, ça passe avant tous les autres pôles. Et c'est ce qui permet de tout le temps chiffrer, c'est ce qui permet d'avoir toujours un œil sur les concurrents, faire toujours la veille. Et c'est la chose à se focus ces prochaines années. Parce qu'en fait, media buying est de plus en plus simple, entre guillemets, avec les algos. Euh, et ce qui fait la différence, c'est nos créatives. Les créatives vont cibler les bonnes personnes, ça va ramener le chiffre d'affaires et 100%. Et pour quelqu'un qui débute et qui sait pas à quel moment avoir un créatif stratégiste, tu dirais c'est à quel moment? Parce que tu as dit au début, c'est nous, Mhm. mais tu dirais que c'est à partir de quel moment? Parce que même une personne qui fait un M par mois, au final, il peut être créatif stratégiste et toujours faire un M par Bien mois. sûr. Comment est-ce C'est que tu vois la chose pour les personnes qui sont à ce niveau-là de scaling et qui n'en prend encore un, qui hésitent, Ben, gérer un créatif stratégiste, ça coûte en moyenne entre 3 et 5K à peu près, en moyenne. Donc, une fois que vous faites bien, enfin, pas dire bien plus, mais que ça peut rentrer dans vos charges opérationnelles. Donc, admettons que vous faites déjà 20K de bénéfices, ça va être intéressant d'avoir quelqu'un pour 3K qui peut vous faire passer de 20K à 50K. En fait, c'est simplement cette question-là de maintenant, vous voulez gagner du temps, ok, ma creative stratégie, ça va être important. Donc, même si vous faites 5K de bénéfices, de prendre un creative stratégie, ça va être important pour vous faire gagner du temps, pour en faire plus. Donc, en fait, ça dépend vraiment de combien de bénéfices vous faites et de votre vision. Mais vous pouvez très bien pas faire de bénéfices, engager directement un creative stratégiste, ce que je ne recommande pas si vous ne maîtrisez pas. Mais une fois que vous maîtrisez déjà un peu les créatifs, que vous arrivez à avoir des résultats, et ben là, vous allez pouvoir engager un creative stratégiste. Après, ça dépend simplement de votre vision. C'est toujours une question assez difficile à répondre parce que ça dépend de chacun. c'est quoi les critères pour toi? Genre, s'il y a un ou deux critères non négociables qu'un créatif stratégiste doit avoir pour les personnes qui engagent leur premier et qui se disent est-ce qu'il est bien ou pas? Mhm. Alors, non négociable, c'est-à-dire une grande compétence, une expérience au niveau des créatifs. Ne prenez pas un créatif stratégiste qui se prétend être créatif stratégiste parce que derrière, c'est un vidéo éditeur, parce que derrière,
il faisait des UGC, parce que derrière, il a fait du social media. Prenez quelqu'un qui a une expérience sur le pôle créatif stratégiste, sur analyser ce qui se fait sur le process, parce que c'est bien beau d'avoir juste des compétences ou dans un certain domaine. Le créatif stratégiste, c'est tout le domaine des créatifs. Donc, prenez vraiment quelqu'un qui a eu d'expérience avec une brand en créatif stratégiste pur. Donc ça, c'est le premier truc. Donc, posez la question pour qui vous avez travaillé et quel poste, et vous devez vérifier que c'est bien du créatif stratégiste pour Meta. S'il a fait d'autres trucs et qu'il il se prétend être créatif stratégiste, c'est déjà un red flag. Le deuxième point, c'est être organisé. Il y a des bons créatifs stratégistes qui sont ultra bons, qui sont ultra forts en copywriting, mais ils sont tellement désorganisés qu'ils produisent peu de volume. Du coup, peu de winners. Et ça, c'est un gros problématique. Ça, c'est un problématique qu'on avait eu avec un créatif stratégiste. Il était très bon, il savait faire la recherche, il avait des bonnes idées, mais à appliquer, il n'arrivait pas à scripter. Ce que moi, je faisais en 2 heures, lui, en 40 heures, il n'arrivait pas. Parce qu'il n'était pas organisé. Ça, c'est un autre problème. Donc, il doit être organisé, il doit produire du volume. Et le troisième red flag, c'est quelqu'un qui se forme pas. Donc simplement poser la question, qu'est-ce qu'il a appris dernièrement, comment il apprend. Et si quelqu'un il se forme pas, bah, c'est qu'il va être obsolète dans quelques mois. Ouais, plus à jour. Voilà. Et justement, juste pour revenir avec les créatifs stratégistes, est-ce que tu structures, par exemple, ton recrutement avec un test de compétences instantes? Comment ça se passe, par exemple, ta phase de recrutement? Tu as dit que tu as recruté Alors, quelques. la phase de recrutement, on fait rentrer beaucoup de personnes, on y remplisse des formes, on sélectionne dans le form selon les personnes. Ensuite, on leur met en place un essai pratique. Ouais. C'est que là, bah, on va les questionner, enfin les faire un travaux qu'ils feront en tant que créatif stratégiste. Ce qui est important maintenant, et ça, les gens ne vous le diront pas, mais il y a ChatGPT. Du coup, ils peuvent répondre avec ChatGPT. Donc, pour éviter ça, vous leur demandez simplement sur des travaux qui nécessitent la réflexion de faire un loom et d'expliquer comment ils ont fait. Et en faisant le loom, vous allez vite comprendre comment ils réfléchissent et s'ils n'ont pas fait avec ChatGPT. Donc ça, c'est aussi important de demander de bien faire un loom pour montrer comment ils ont réfléchi, comment ils ont fait la chose. Et après, des travaux pratiques de montrer qu'est-ce qu'ils feraient comme stratégie, de faire des statiques, qu'est-ce qu'ils feraient comme statiques, quel angle, pourquoi, et de filmer. Et puis après, à la fin, un interview pour vraiment comprendre la personne, la questionner, ok, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, pour comprendre en fait si la personne fit par rapport à ça. Parce que tu peux avoir des gens, son fort, moi justement, on avait un créatif stratégiste qu'on n'a pas embauché parce qu'il était très fort en copywriting, mais il n'aimait pas tout ce qui était process, etc. Donc en fait, il pouvait jamais gérer une équipe parce que derrière, il était bon juste à faire des copies. Mais moi, j'avais besoin de quelqu'un qui puisse gérer toute l'équipe de vidéo éditeurs. J'avais pas besoin de quelqu'un comme moi. Donc ouais, après un Le loom, interview. il est super important. Hein. Ouais. Le loom, il est super important. Moi, j'avais recruté pour un poste, j'avais fait un tally, enfin, j'avais fait un form. Et à la fin, j'ai dit, faites un loom, etc. Avec un peu ce que tu as mentionné également. C'était pas pour un créatif stratégiste, c'était pour un autre poste. Et il y a certaines personnes, en fait, dès que tu vois le loom, tu te dis, c'est impossible que tu bosses avec eux. Et c'est super puissant, parce que ça fait un tri. En fait, souvent, normalement, on fait des calls. Et au moment où on arrive dans le call, on se dit direct, bah, en fait, on a perdu du temps, on a fait une réunion pour rien, etc. Alors qu'on regarde le loom, on sait direct, Ouais. on peut éliminer beaucoup de personnes comme ça. Mais Super puissant. Mais les travaux pratiques pour n'importe quel poste, moi j'adore, c'est que je fais le même travaux pratiques pour tout le monde, les mêmes instructions claires pour tout le monde, et tu auras toujours la plupart des personnes qui n'arrivent pas à lire les instructions. On peut faire un call, je comprends pas. Bah eux, c'est next, c'est red flag. 100%. Donc c'est les trials pratiques, enfin les essais pratiques, moi j'adore. Parce que c'est ce qui permet de faire massivement une élimination. Tous ceux qui n'arrivent pas à rendre à l'heure, c'est mort. Donc là, on arrive à la fin du podcast, qui a peut-être duré un peu moins long que les autres podcasts, mais sachez qu'on n'a pas une durée définie. Nous, ici, on tourne. Et il y a des podcasts plus courts, des podcasts plus longs, mais ce qui compte, c'est qu'à chaque fois, vous ayez de la value et que vous ne perdez pas votre temps. Et ça, on peut le garantir. On peut le garantir. Donc, on est à la fin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir délivrer, Nico, comme pure value, insight, applicable pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin? Moi, ce que je peux vous partager aujourd'hui, alors je viens de te partager quelque chose qu'on fera malheureusement à la caméra qui est trop
qui est trop value bomb. Peut-être il sera dans le school, on verra comment on manage ça. Mais quelque chose que je peux vous partager, parce que là, je suis en train de lancer une brand qui a besoin de beaucoup, 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 beaucoup de créatives, beaucoup de visuels, beaucoup de choses comme ça, etc. Et un des points qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de contacter énormément de personnes sur TikTok à nous faire des UGC. OK? Et on est en train de payer 0 € pour la production de ces UGC. Et comment on fait? C'est très simple. On envoie un message à tous les créateurs qu'on voit sur TikTok. Alors, on fait attention que ça soit des personas de notre brand. Donc, on va pas contacter des personnes qui seraient pas intéressées de base avec notre produit. On va vraiment cibler assez précisément des personnes qui sont vraiment potentiellement intéressées par notre produit. On leur dit qu'on leur envoie notre produit gratuit et c'est un produit quand même sexy, enfin, c'est un produit que la plupart de ce persona, vont aimer. On leur dit qu'on leur donne le produit gratuit et en échange, ils font, une vidéo, review et cetera. Mais en fait, ce sera des belles vidéos parce qu'on a fait attention au profil, qu'on envoie le message et on fait attention que voilà, c'est bien, il scripte bien ses vidéos, elles sont bien belles et cetera et ça, c'est une de nos stratégies pour avoir pas mal d'UGC, gratuits. Donc on peut signer un contrat et cetera comme quoi, ben, on va pouvoir utiliser ça sur les ads et cetera. Peut-être certaines personnes nous demandent quand même des paiements, mais pour la plupart, vu que notre produit, il est plutôt pas mal, et ben, en échange du produit, on a l'UGC gratuit. OK? Plutôt que, voilà, de se casser la tête avec UG. Alors ça, on le fait également, mais ça c'est pas mal et un autre point, c'est quand on a justement si on voit vraiment des créateurs sur TikTok qui font du bon contenu et qui, avec peut-être peu d'abonnés, font quand même beaucoup de vues. Bien évidemment, ça, on l'aura déjà contacté pour les UGC, mais on peut aussi privatiser ce type de personnes, qui font des bons contenus, qui sont vraiment dans notre, persona idéal. Mais on va les payer, donc c'est 2 choses, hein. On a pour avoir plein de UGC et on a aussi pour avoir des, entre guillemets, «petits ambassadeurs», où c'est qu'on va privatiser ce genre de personnes que je vois qui font du bon contenu. Bah, je vais peut-être les payer genre 500 par mois ou peut-être plus pour qu'ils nous fassent une, 2, 3 vidéos chaque jour avec notre produit et forcément à un moment il y aura un TikTok qui va péter et du coup on est en train de faire ça sur notre brand. Donc si vous êtes une brand qui a besoin de beaucoup de créatifs, ça c'est vraiment banger et après, automatiser ça le plus rapidement possible avec quelqu'un qui s'occupe de leur envoyer des messages, faire un loom quand vous le faites pour que, la personne, sache exactement comment le faire et ensuite, vous avez vraiment une production, d'UGC gratuite. Vous avez vraiment une production d'UGC gratuite et aussi, Instagram à ne pas oublier, hein. Instagram, vous avez beaucoup, beaucoup de personnes qui font des reels, de très haute qualité et simplement le fait d'envoyer votre produit, les gens peuvent simplement faire des UGC Mmh. gratuites. Donc ça, c'est banger. Incroyable. Merci Mathéo, pour cette value. Ouais, on mettra dans la description le lien du chat GPT, à nouveau, gratuitement, vous pouvez poser les questions, tout ce qu'on a mentionné ici, le lien du school aussi. Je sais pas exactement quand sortira ce podcast, mais jusqu'à quand les ouvertures du school seront accessibles, parce qu'on va faire une première ouverture avec une date limite. Mais s'il y a encore de la place, on mettra le lien pour postuler, parce que la communauté est très importante, donc on doit sélectionner les personnes dedans, très important. On mettra tout ça dans la description et c'était Matteo et Nico. À bientôt. À bientôt les gars.